in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfers sind. Totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Il était 6 heures du matin à Berlin, Francfort, Munich ou dans n'importe quelle ville moyenne du Reich. Le réveil sonnait dans des appartements loués où l'odeur d'humidité et de charbon imprégnait les murs. Les radiateurs en fonte mettaient 20 minutes à chauffer une petite pièce. En hiver, la respiration se condensait dans l'air pendant que les hommes se rasaient à l'eau froide sur des lavabos en porcelaine. Mais l'année était 1933 et quelque chose avait changé qui n'avait rien à voir avec la température. En janvier 1930, 6 millions d'Allemands étaient sans travail. Le salaire moyen avait chuté de 33% en 3 ans. On estime que, lors des pires moments de la Grande Dépression, jusqu'à un tiers de la main-d'œuvre du pays était au chômage. Les hommes faisaient la queue devant les bureaux de l'emploi avant l'aube. Les femmes étiraient les vivres à l'impossible. Les enfants arrivaient à l'école sans petit déjeuner, avec des chaussures usées jusqu'à la semelle, et les enseignants avaient appris à ne pas poser de questions. Des hommes qui revenaient du travail à la fin de 1932 et au début de 1933 découvraient que leurs épouses, de leur propre initiative, étaient allées leur acheter des uniformes du parti, espérant que l'adhésion leur garantirait un peu de protection ou même un emploi. Certains rejoignirent le NSDAP pour éviter le pire. Quelques-uns le firent convaincus. La plupart y entrèrent poussés par la marée. Le secret de cette transformation était un seul mot: travail. En 1934, les chiffres du chômage, qui en 1932 avaient atteint 6 millions, étaient descendus de moitié. En 1936, le niveau d'emploi approchait celui de l'année prospère de 1928. En 1937 et 1938, la demande de main-d'œuvre dépassait l'offre de 500 000 personnes. Pour un ouvrier qui n'avait pas travaillé pendant 4 ans, ce n'était pas de la propagande, c'était le pain sur la table. Le régime a su profiter de ce moment avec une brutalité habile. Le jour national du travail, le 1er mai 1933, des millions d'ouvriers furent conduits dans les stades avec des drapeaux et de la musique, tandis que des groupes d'assaut des SA prenaient simultanément d'assaut les locaux des syndicats à travers l'Allemagne. Le jour suivant, les syndicats avaient cessé d'exister. Les ouvriers avaient du travail, mais ils avaient perdu la capacité de négocier leurs conditions. À leur place, le Front allemand du travail, dirigé par Robert Ley, prit le contrôle des relations de travail dans tout le Reich. Robert Ley était un personnage singulier, diplômé en chimie, alcoolique chronique, connu sous le nom populaire de « l'ivrogne national en chef », et doté d'une verbe d'une démagogie inépuisable. À une occasion mémorable, il déclara devant des ouvriers d'une usine que « un scientifique se considère chanceux si, au cours de toute sa vie, il tombe sur un germe, tandis qu'un balayeur en ramasse des milliers à chaque coup de son balai. » Ley définissait le socialisme comme la relation des hommes dans les tranchées. C'était absurde. C'était efficace. Sous sa direction, le Front du travail n'était pas un syndicat, c'était une chaîne de contrôle déguisée en bénéfice social. Les ouvriers payaient des cotisations obligatoires qui s'élevaient à environ 18% de leur salaire brut, entre les contributions au front, les impôts et les assurances. Mais en échange, ils recevaient quelque chose que les syndicats de Weimar n'avaient jamais pu offrir massivement: des vacances payées, des excursions organisées, des croisières dans les fjords norvégiens. La force par la joie. La super-agence de loisirs du Front du travail était l'organisation de tourisme de masse la plus grande d'Europe occidentale dans la seconde moitié des années 30. En 1938, 180 000 Allemands participèrent à des croisières organisées et 10 millions, dont 3/5 étaient des ouvriers, firent un type de voyage de vacances sous ces auspices. Une semaine dans les montagnes du Harz coûtait 28 marks. Une quinzaine au lac de Constance, 65 marks. Un voyage en Italie, 155 marks. Pour un ouvrier spécialisé du secteur métallurgique gagnant entre 27 et 100 marks par semaine, c'était accessible pour la première fois de sa vie. Ainsi commençait la matinée dans le Troisième Reich, avec la sensation pour beaucoup que quelque chose fonctionnait enfin.
À 7 heures du matin, le citoyen du Troisième Reich sortait dans la rue. Et dès ce premier moment, son corps n'était plus entièrement le sien. Le salut allemand, le bras tendu horizontalement, la paume vers le bas tout en prononçant « Heil Hitler », était techniquement obligatoire pour les fonctionnaires publics, pour tous les membres du parti et dans un nombre croissant de situations sociales. Mais en pratique, la pression était universelle. Ne pas le saluer au bon moment devant la mauvaise personne pouvait devenir une cause de dénonciation. Richard Grünberger a documenté le phénomène avec précision. Les personnes qui voulaient se tenir à l'écart du salut avaient développé ce qui était appelé populairement le « regard allemand », une rotation furtive de la tête et des yeux par laquelle elles s'assuraient de l'absence d'espions avant d'aborder tout sujet confidentiel. Le salut nazi a provoqué chez beaucoup une sorte de conditionnement pavlovien. Les femmes au foyer rêvaient qu'un membre des SA leur rendait visite en rêve. Les personnes opposées au régime avaient des cauchemars dans lesquels elles faisaient déjà le salut avant de l'avoir décidé consciemment. Les fonctionnaires des chemins de fer allemands qui travaillaient sur les voies ont reçu à un moment donné un ordre spécifique. Ils devaient remplacer le salut du bras levé par le salut militaire car le bras tendu avait été plusieurs fois confondu avec des signaux ferroviaires et avait provoqué des accidents. Dans les usines, la journée commençait par un rituel spécifique. Dans une entreprise du Württemberg, 2 ouvriers interprétaient chaque matin une chanson à l'harmonica pour ouvrir les tâches de la journée. Dans une entreprise de Magdebourg, des clochettes marquaient la pause de la mi-matinée et celle du déjeuner. Le poinçonnage de l'horloge à l'entrée pour commencer et terminer la journée a été remplacé dans de nombreux établissements par la liste de présence. Un chef local du Front allemand du travail justifia ces innovations en déclarant que le travail créateur était la plus grande bénédiction dont jouissaient les Allemands. Les cantines des usines avaient également été transformées. Elles vibraient, selon les rapports du SD, le service de renseignement intérieur des SS, d'enthousiasme lorsque Hitler parlait à la radio pendant la journée de travail. La musique de Beethoven servait de fond sonore aux discours radiodiffusés. Goebbels avait compris quelque chose de fondamental. La radio était l'instrument de pénétration domestique le plus efficace jamais inventé. En 1933, l'Allemagne comptait environ 4 millions d'appareils radio. En 1939, elle en comptait plus de 16 millions. Le Volksempfänger, le récepteur populaire, conçu spécialement pour être bon marché et de portée limitée aux stations de radio allemandes, coûtait 35 marks et devint l'objet le plus reproduit dans les foyers du Reich. Dans les boulangeries, qui devaient rester ouvertes de 6 heures du matin jusqu'à 7 ou 8 heures du soir, les employés développèrent une habitude qui devint un folklore quotidien. Lorsqu'un client demandait un article rare, le boulanger pouvait refuser la vente ou conditionner l'achat à l'acquisition d'un autre produit. La popularisation de cette pratique donna naissance à la phrase « Der deutsche Gruß ist Pflaumenmus ». Le salut allemand, c'est de la confiture de prunes. Cela signifiait que le rituel obligatoire du Heil Hitler en entrant dans les magasins était aussi inséparable de l'expérience quotidienne que la confiture qu'on vous forçait à acheter quand vous ne vouliez que du beurre. La congélation des salaires au niveau de la dépression était la politique officielle. Entre 1934 et 1937, les revenus hebdomadaires augmentèrent de 15%, mais cette moyenne masquait de grandes différences. Les ouvriers du métal et de la construction pouvaient atteindre 100 marks par semaine avec des heures supplémentaires. Les travailleuses du secteur textile touchaient 51 pfennigs de l'heure contre 78 pour les hommes dans les mêmes catégories. Les femmes recevaient un tiers de moins que les hommes pour des travaux équivalents, un écart qui n'était pas seulement toléré mais structurellement protégé par le régime. Pour les fonctionnaires, la journée matinale avait des couches supplémentaires d'obligations. Depuis 1939, l'adhésion au parti était pratiquement devenue un prérequis pour entrer dans la fonction publique. Chaque employé de l'État était obligé de s'abonner aux journaux du parti et de leur trouver de nouveaux lecteurs. Le tribunal administratif suprême de Prusse alla jusqu'à soutenir le licenciement d'un fonctionnaire sur la base du fait qu'en n'étant pas un lecteur habituel des journaux du parti, il ne connaissait que de réputation la position de l'État national-socialiste concernant la question juive. Un facteur marié sans enfant depuis plusieurs années pouvait recevoir à tout moment la visite d'un cadre du parti avec un ultimatum. « Mein Herr, vous recevez de l'argent de l'État et vous devez servir les intérêts de l'État.
Je vous donne 1 an pour engendrer un enfant ou pour en adopter un. Ainsi commençait la matinée. À 8h30 du matin, les enfants entraient dans les écoles du Troisième Reich. C'étaient des écoles reconnaissables de l'extérieur. Les mêmes façades en briques, les mêmes bancs en bois, les mêmes tableaux noirs. Mais à l'intérieur, le programme scolaire avait été soumis à une transformation si complète qu'un enseignant de 1928 n'aurait pas reconnu ce qui était enseigné en 1936 dans le même bâtiment. Ce qui est remarquable, cependant, c'est que cette transformation n'a pas été totalement brutale. Le nazisme a trouvé un terrain déjà préparé. En 1931, les journaux juifs publiaient des listes d'écoles où les enfants étaient moins exposés à l'antisémitisme afin que les parents puissent les y transférer. Avant 1933, des écoliers de toute l'Allemagne avaient rebaptisé le jeu des Indiens et des cow-boys en l'appelant des Aryens et des Juifs. Le système éducatif de la République de Weimar était, dans beaucoup de ses enseignants, un incubateur de nationalisme avant même que les nazis ne prennent le pouvoir. Les dirigeants nazis l'ont vu clairement et en ont profité. Après la prise du pouvoir, peu de professeurs furent licenciés et parmi ceux qui étaient non-juifs et furent licenciés, certains furent réintégrés pendant la pénurie subséquente d'enseignants. Une proportion notable des manuels existants continua d'être utilisée pour le moment. L'apparente continuité avait le double avantage de conserver l'organisation existante et de donner confiance à l'opinion conservatrice. Le changement le plus visible et radical au cours des premières années ne concernait pas le contenu, mais les effectifs. En janvier 1934, une loi contre l'afflux excessif dans les écoles et les universités figea la proportion de femmes dans l'inscription universitaire à 10%, réduisant ainsi les inscriptions globales jusqu'à ce qu'à l'éclatement de la guerre, elles aient diminué de presque 3/5 par rapport à 1933. La biologie était le pivot du nouveau système éducatif. La doctrine raciale occupait le centre des cours de sciences naturelles, mais aussi d'histoire, de géographie et d'éducation physique. Les manuels scolaires présentaient aux étudiants des tableaux de classement des races, des crânes de différents groupes humains avec leurs mesures respectives, des arbres généalogiques illustrant l'héritage des caractéristiques physiques désirables et indésirables. Les élèves apprenaient à mesurer leur crâne et à se classer les uns les autres selon les types raciaux. Un aspect de grotesque incongruité dans cette pédagogie était le tabou simultané sur l'éducation sexuelle. Les lois de Mendel sur l'hérédité étaient enseignées de manière obsessionnelle, mais il fut déclaré que l'éducation sexuelle n'était pas de la compétence ni de l'école ni des jeunesses hitlériennes. La substitution était une feuille de 10 points que les jeunes de 14 ans recevaient lorsqu'ils quittaient l'école avec des conseils eugénistes. La santé est une condition préalable à la beauté extérieure. Ne choisis pas une compagne de jeu, mais une camarade pour le mariage. Souhaite autant d'enfants que possible. Dans les salles de classe d'histoire, la Grande Guerre était enseignée comme une trahison. Le mythe de la coup de poignard dans le dos, selon lequel l'armée allemande invaincue avait été vaincue non pas sur le champ de bataille, mais par les politiciens socialistes, les juifs et les défaitistes à l'arrière, était présenté comme un fait historique. Et le nouveau matériel de lecture pour les groupes d'âge les plus jeunes supprimait les contes de fées et les histoires d'animaux pour les remplacer par l'épopée de la Grande Guerre et des jeunesses hitlériennes. Un passage d'un livre intitulé « Le soulèvement des flottes de 1918 », destiné aux enfants de 10 à 12 ans, disait « La monstruosité avance, son souffle nauséabond, rugissant, avide, possédé. Impudiques et peu martiaux, timides et lâches, insouciants et arrogants, les mutins montent. Ils crachent au visage des officiers, qui restent là avec des visages de fer. » La bataille de Tannenberg, destinée aux enfants de 14 ans, comprenait cette description de combat. Un soldat russe tenta d'empêcher le passage de l'infiltré, mais la baïonnette d'Otto s'enfonça avec un craquement entre les côtes du Russe et celui-ci s'effondra en gémissant. Là, devant lui, simple et lumineux, l'objet de ses rêves, la croix de fer. Les mathématiques ont conservé leur structure classique, mais les problèmes ont été réécrits. Les trajectoires d'artillerie ont remplacé les trains qui se croisent. Les proportions entre chasseurs et bombardiers ont remplacé les problèmes de mélange et les déficits budgétaires dus à l'indulgence démocratique envers les familles héréditairement malades servaient de contexte pour les exercices de pourcentage. Le conditionnement était subliminal, continu et cumulatif.
le sport a été l'instrument de transformation le plus visible et le plus quotidien. Le nombre habituel de séances d'éducation physique par semaine a été augmenté de 2 à 3 en 1936 et, aux dépens des cours de religion, à 5 en 1938. La boxe est devenue obligatoire dans les écoles supérieures. Les résultats faibles en éducation physique pouvaient constituer un motif d'expulsion et d'interdiction de continuer à étudier. Il a été sérieusement proposé que l'instructeur d'éducation physique de chaque école soit automatiquement nommé sous-directeur. Ce sont les rapports du professeur de sport, pas ceux du professeur de langue ni de l'histoire, qui informèrent les parents sur le développement du caractère de leur enfant. Les effets physiques de cette pression sur les corps des enfants étaient mesurables. 37% des garçons recrutés en 1936 avaient les pieds plats, conséquence directe des marches et des exercices des jeunesses hitlériennes. Un médecin de Hanovre a signalé en 1937 que des symptômes orthopédiques, qui auparavant n'avaient été observés que chez les apprentis et les adolescents, commençaient à apparaître chez les enfants d'âge scolaire. Le nervosisme infantile et juvénile a été l'objet de nombreux commentaires de médecins, aussi bien allemands qu'étrangers. Des délégués du ministère britannique de l'Éducation qui ont visité l'Allemagne en 1937 ont observé que les jeunes Allemands sont soumis à une forte tension nerveuse. Nous avons été impressionnés par la dureté et la gravité de l'expression des jeunes dans les écoles et les jeunesses hitlériennes. La dénonciation constituait un risque professionnel constant pour les enseignants. Les mauvaises notes ou les commentaires négatifs sur des essais copiés mot pour mot d'articles parus dans la presse nazie pouvaient être pris comme un signe d'opposition politique. Dans les écoles secondaires, des élèves de 6e année en sont venus à dénoncer leurs camarades de classe à la Gestapo pour améliorer leur position dans la compétition pour les places universitaires limitées. Cependant, 97% des enseignants étaient inscrits à l'Union nationale socialiste des enseignants, et dès 1936, 32% de tous ses membres appartenaient au parti nazi, une proportion presque 2 fois plus élevée que celle du corps des fonctionnaires. 2/3 des enseignants avaient suivi des camps de formation idéologique d'une durée d'1 mois avant 1938. La blague circulait avec précision. Quelle est l'unité de temps mesurable la plus courte? Le temps qu'il faut à un professeur d'école pour changer de veste. Dans les salles de classe coexistaient 2 hiérarchies incompatibles. L'académique, basée sur la formation et les connaissances, et la politique, basée sur l'intensité de l'engagement idéologique. Les enseignants devaient faire preuve d'une grande prudence dans leurs relations avec les chefs des jeunesses hitlériennes, des élèves en uniforme qui exerçaient une autorité en dehors des salles de classe et résistaient à se soumettre à l'intérieur de celles-ci. En Poméranie, des enseignants spécialement nommés ont dû dispenser des cours intensifs pour que les chefs des jeunesses en retard puissent atteindre le niveau de leurs camarades. Baldur von Schirach, qui dirigeait l'organisation de jeunesse, a publiquement comparé les enseignants, pédants et stupides, à la jeunesse brillamment inspirée qui marchait vers un nouvel avenir. L'effet sur la qualité de l'enseignement était mesurable. En 1940, le SD a rapporté une baisse générale du niveau des élèves, en particulier dans les écoles primaires et professionnelles, avec une tendance clairement descendante depuis 2 ou 3 ans. La Wehrmacht se plaignait du fait que beaucoup de candidats officiers montraient un manque de connaissances élémentaires simplement inconcevable. À Hambourg, un journal a demandé publiquement « Notre jeunesse devient-elle plus bête ?» Lors d'un examen local pour apprentis, parmi 179 participants, 94 avaient écrit des noms propres en minuscules et 81 étaient incapables d'épeler le nom de famille de Goethe. Pour ceux destinés à l'élite du régime, il existait un système éducatif parallèle, les 39 Nationalpolitische Erziehungsanstalten, les Niapolas, des internats qui combinèrent le programme secondaire standard avec une éducation politique intensive, des exercices physiques extrêmes tels que la boxe, la voile, la conduite de motocyclette et des combats avec des chiens alsaciens. Les classes s'appelaient pelotons, la routine imitant celle d'un camp militaire avec la cible et de la gymnastique avant le petit déjeuner. Et les discussions sur les éditoriaux du Völkischer Beobachter faisaient partie de la journée. Cependant, même l'administrateur des SS, qui supervisait les Niapolas, Eismayer, reconnut publiquement que le niveau intellectuel de ses élèves était
pas au-dessus, mais plutôt en dessous de celui du lycée allemand moyen. Au sommet de la pyramide éducative nazie se trouvaient les Ordensburgen, les châteaux de l'ordre, 4 centres pour l'élite future du parti, situés dans des paysages reculés des Alpes et des lacs prussiens. Les élèves y entraient à environ 25 ans, après être passés par une école Adolf Hitler, le service du travail et la Wehrmacht. La cantine de l'Ordensburg de Sonthofen mesurait 192 mètres de long, avec des murs et un sol en marbre allemand, une capacité de 1500 personnes assises et dans son Ordenssaal se tenaient des cérémonies néo-païennes. Robert Ley, son principal promoteur, affirmait qu'ici, on ne demandait à aucun candidat s'il avait un diplôme de juriste, mais quel genre de type êtes-vous ? La sélection ne dépendait pas des examens, mais du soutien que le candidat avait auprès des hiérarchies du parti dans son district. Ainsi était l'école du Reich, un système qui dégradait le savoir par principe, qui mesurait la valeur d'un enfant par ses jambes et ses pieds plutôt que par son esprit, qui lui remettait un poignard à 14 ans et le tuait à 15 ans avec une balle réelle à Varsovie ou sur le Volga. À 10 heures du matin, dans n'importe quel quartier du Reich, il y avait quelqu'un dont la fonction spécifique était de surveiller. C'était le Blockwart, le responsable de bloc. Sa mission consistait à maintenir tous les résidents d'un bloc de logement sous la surveillance la plus étroite et à leur mettre sous le nez les boîtes de collecte du parti à chaque occasion possible. Dans tous les bâtiments divisés en appartements ou chambres, les responsables de bloc étaient chargés des panneaux d'affichage du parti, sur lesquels figuraient, en plus des exhortations propagandistes, des annonces sur toute une série de sujets, l'adresse du bureau d'information le plus proche, des détails sur les collectes à venir, des exercices de défense passive, des changements dans le système de sécurité sociale ou de rationnement. Grâce aux délégations locales du gouvernement, les responsables de bloc avaient accès aux dossiers confidentiels des bureaux de collecte des impôts et d'autres organismes. Cela signifiait qu'ils pouvaient compléter leurs informations personnelles sur chaque résident. Ils savaient si quelqu'un avait des dettes. Ils savaient si quelqu'un ne votait pas lors des plébiscites. Et, dans le système de dénonciation qui soutenait l'ossature du Troisième Reich, cette information était du pouvoir. Le NSDAP comptait, avant la prise du pouvoir, 850 000 membres dans une population de 66 millions. Au moment culminant du Troisième Reich, le nombre s'élevait à 8 millions, sur les 80 millions d'habitants de la Grande Allemagne. Un Allemand sur 4 était membre du parti. Mais cette donnée quantitative, bien que significative, était moins importante que la pénétration structurelle du parti dans tous les domaines de la vie. Le parti était divisé en 3 groupes mutuellement exclusifs: les administrateurs, les propagandistes et les éléments de choc. Les administrateurs provenaient pour la plupart de petites villes et de la campagne, avec une formation de base. Les propagandistes avaient tendance à être d'origine plus bourgeoise, avec davantage de formation universitaire. Les éléments de choc, membres des SA et des SS, étaient les moins éduqués et issus des couches sociales les plus basses. Parmi les 30 Gauleiter, les dirigeants régionaux du parti, pratiquement omnipotents dans leur territoire, 23 n'avaient reçu que l'enseignement primaire. 6 étaient maîtres d'école. 3 étaient ouvriers manuels, seulement 3 des 30 avaient un diplôme universitaire. Cette aristocratie du parti fut la grande révolution sociale du Troisième Reich, des hommes d'origine modeste ou moyenne qui, grâce à leur ancienneté dans le mouvement, avaient accédé à des postes de pouvoir que le système précédent leur aurait refusés. Les chemises brunes, ceux qui étaient entrés avant septembre 1930, constituaient l'élite interne. Ceux qui étaient entrés entre 1930 et 1932 formaient la couche moyenne, et ceux qui s'étaient inscrits à partir de mars 1933, lorsque Hitler était déjà chancelier, recevaient le surnom moqueur de « Violette de Mars », ceux qui avaient fleuri lorsque le risque de le faire n'existait plus. La blague circulait. Si le Führer était entré dans le parti plus tard, il serait allé plus loin. La relation entre le parti et l'État générait des frictions permanentes que les citoyens expérimentaient dans leur vie quotidienne. Les maires nazis pouvaient être simultanément chefs locaux du parti et fonctionnaires municipaux. En 1935, on estimait que les membres du parti occupèrent les 3/5 de plus de 52 000 postes exécutifs dans les organismes de l'État et de l'administration locale,
Cela signifiait que pour renouveler un document, payer un impôt ou déposer une réclamation, il était fort probable que l'on ait affaire à quelqu'un dont la loyauté première était envers le parti et non envers la loi. Les cadres les plus bas du parti, les responsables de bloc, les chefs de section locale, étaient considérés comme des intrus et des importuns, même au sein de l'appareil nazi lui-même. Mais leur fonction de surveillance était essentielle au système. Ils étaient les yeux et les oreilles du régime dans chaque escalier, chaque cour d'immeuble, chaque groupe de concierges. Un journal nazi alla jusqu'à publier les noms et adresses de femmes figurant dans le journal érotique d'un juif de Francfort. L'objectif déclaré était la honte publique. Le résultat fut, entre autres, une démonstration que l'intimité de n'importe quel citoyen pouvait être exposée et détruite avec la machine du parti comme un Strom. Le travail structura la journée du citoyen du Reich, comme dans aucun autre État européen de l'époque. Non pas parce que les Allemands travaillaient plus que les autres, bien qu'ils finiraient par le faire, mais parce que le régime avait transformé le travail en une catégorie idéologique et morale, en plus d'être économique. La devise inscrite à l'entrée du camp de concentration d'Auschwitz, Arbeit macht frei, le travail rend libre, était la version pervertie d'un concept qui traversait toute la culture du travail du Reich. Mais avant que cette devise ne devienne une moquerie obscène, elle fonctionna pendant des années comme un principe authentique dans l'esprit de millions de travailleurs qui avaient connu la misère du chômage et trouvaient dans la reprise économique une raison de loyauté envers le régime. La journée de travail, pendant les années de paix, oscillait entre 40 et 50 heures par semaine dans la plupart des secteurs, mais les industries clés, métallurgie, construction, extraction minière, fonctionnaient fréquemment entre 12 et 14 heures par jour. En 1939, les horaires de travail étaient jusqu'à 10% plus longs que n'importe quel moment avant la dépression. Pour comparaison, pendant cette même période, le gouvernement du Front populaire en France et celui de Mussolini en Italie avaient réduit les heures de travail. L'accident de travail était une conséquence directe de ce régime. Entre 1933 et 1939, alors que la main-d'œuvre industrielle augmentait d'environ 50%, de 13,5 millions à 20,8 millions de travailleurs, le nombre d'accidents et de maladies liées au travail augmentait de 150%, passant de 929 000 à 2 253 000. Les accidents mortels se multiplièrent par 2,5. Le nombre de maladies professionnelles tripla. Malgré cela, les médecins d'entreprise et les médecins des caisses d'assurance maladie étaient sous pression institutionnelle pour réduire les congés maladie. La durée moyenne de l'absence pour cause de maladie en 1937 était de 3,2 jours, contre 4,2 jours en 1932. Les industries nationales Hermann Göring se vantaient en 1940 que la durée moyenne des maladies parmi leur personnel n'atteignait même pas la moitié de celle de l'industrie en général. Dans les cantines des usines, les déjeuners reproduisaient fidèlement la structure sociale et hiérarchique du Reich. Les directeurs et les contremaîtres mangeaient séparément. Les ouvriers manuels à col bleu à des tables différentes de celles des ouvriers à col blanc. Le principe d'autorité industrielle que le régime avait importé de l'idéologie militaire établissait que la relation entre le patron et ses producteurs était analogue à celle de l'officier et de ses soldats. Le directeur d'entreprise était appelé chef, même dans la documentation officielle du Front du travail. Les ouvriers spécialisés du métal gagnaient en 1937 entre 78 et 100 pfennig de l'heure. Les ouvrières du même secteur, 51 pfennig. Un manœuvre non qualifié pouvait recevoir 50 pfennig. Une ouvrière de l'industrie du jouet en Thuringe, à peine 30. À l'extrémité la plus sombre, Grünberger a documenté le cas de 30 ouvrières du métal en Silésie qui gagnaient 20 pfennigs de l'heure et étaient contraintes de compléter leurs revenus par la prostitution. Pour les ouvriers des industries stratégiques et de l'armement, cependant, la réalité était différente. Dans certains secteurs, le travail à la tâche permettait de multiplier les revenus de base. Un ouvrier spécialisé du métal pouvait gagner 100 marks par semaine, y compris les heures supplémentaires et les primes, à une époque où le salaire moyen industriel était de 27 marks. Cette différence était suffisante pour acheter un poste de radio, payer des vacances organisées et acheter des mensualités pour une Volkswagen qui, si tout se passait bien, arriverait un jour. La Volkswagen était en soi une promesse symbolique du régime.
Avec un prix inférieur à 1000 marks, payables en 4 ans par des mensualités hebdomadaires de 6 marks, la voiture du peuple aurait engagé ses acheteurs à consacrer entre un tiers et un quart de leur salaire hebdomadaire à cet investissement. Des centaines de milliers d'Allemands ouvrirent des livrets d'épargne liés au plan. Aucun d'eux n'a jamais reçu sa voiture. L'éclatement de la guerre en 1939 transforma les usines en manufactures d'armement et le plan fut annulé. L'argent ne fut jamais restitué. À la fin de la journée, la déduction du salaire était un rituel de pertes accumulées. 4,5% pour l'assurance chômage, 5 ou 5,5% pour les assurances maladie et vieillesse, 3,5% d'impôts sur le salaire, cotisation au front du travail, contribution à l'aide hivernale. En tout, l'équivalent de 18% brut du salaire disparaissait avant même que l'enveloppe ne soit ouverte. Et pourtant, comparé à 1932, c'était mieux. Cette comparaison était le carburant du régime. Joseph Goebbels se réveillait tard. Il était l'une des rares personnes du Reich dont l'emploi du temps était véritablement irrégulier. Ministre de la propagande depuis mars 1933, il se couchait rarement avant 2 heures du matin et rarement avant 11 heures du matin. Il n'arrivait à son bureau du ministère, à la Wilhelmplatz. Mais son influence sur le Midi allemand était totale. La radio était l'instrument central. Les récepteurs populaires, le Volksempfänger, coûtaient 35 marks et étaient calibrés pour recevoir uniquement les stations allemandes, ce qui en faisait des haut-parleurs du régime plus que des fenêtres sur le monde extérieur. En 1933, l'Allemagne comptait environ 4 millions d'appareils radio. En 1939, plus de 16 millions. Ce bond était le résultat d'une politique délibérée. La radio était subventionnée, la fabrication des appareils simplifiée pour réduire les coûts, et l'écoute dans les lieux de travail, les bars, les cantines publiques et les salles d'attente activement encouragées. La musique de Beethoven servait de fond sonore au discours radiodiffusé du Führer. Dans les cantines des usines, les machines s'arrêtaient pendant les discours importants. Les rapports du SD indiquaient que les ouvriers écoutaient avec enthousiasme lorsque Hitler parlait pendant la journée de travail. Mais ces mêmes rapports, lorsqu'ils sont lus attentivement, enregistrent aussi l'ennui accumulé pendant les années de guerre, lorsque les ouvriers commencèrent à quitter les cantines dès que la tonalité d'introduction retentissait. Écouter des stations étrangères fut progressivement pénalisé, d'abord par des amendes, ensuite par de la prison, et pendant la guerre, par la mort. Un danseur viennois de renom fut condamné à 3 ans de prison pour avoir écouté des stations étrangères, dénoncé par sa propre fille adolescente. Un capitaine de la Luftwaffe fut accusé de subversion militaire de soi-même, Wehrkraftzersetzung, lorsque son journal, dans lequel il avait exprimé des doutes privés sur la capacité de l'Allemagne à gagner la guerre, tomba entre de mauvaises mains pendant un bombardement. Il ne fallait pas trahir militairement le Reich. Il suffisait de douter en privé et que quelqu'un le découvre. Le cinéma était le second instrument de Goebbels, et c'est dans ce domaine qu'il montra une sophistication que aucun autre régime totalitaire de son époque n'égala. La fréquentation des salles de cinéma augmenta tout au long des années 30. À l'éclatement de la guerre, en 1939 et pendant 1940, elle doublait pratiquement. Mais ce qui est pertinent, ce n'est pas le nombre, mais le contenu. Le ministère de la propagande contrôlait chaque film projeté dans le Reich, et pourtant, la plupart des productions cinématographiques allemandes des années 30 n'étaient pas des films de propagande politique explicite. Ce étaient des comédies légères, des drames romantiques, des mélodrames familiaux avec des fins conventionnelles. Goebbels comprit quelque chose que ses homologues soviétiques mirent plus de temps à apprendre. La propagande dure, continue et explicite produit de l'immunisation. Le citoyen qui entre au cinéma pour voir une comédie romantique et se retrouve avec un film sur la grandeur du Reich sort avant la fin. Celui qui entre pour voir une comédie romantique la regarde, rit, s'émue et reçoit seulement le journal télévisé obligatoire avant le programme principal. Ces 10 minutes où l'on voit l'avancée des troupes, le discours du Führer, les réussites des récoltes, sort ayant consommé de la propagande sans l'avoir décidé consciemment. Cependant, la propagande dure avait ses pièces maîtresses. L'Éternel Juif, sorti en 1940, était un pseudo-documentaire qui comparait les Juifs à des rats,
utilisait des images d'abattoirs cachers juxtaposées à des scènes de chirurgie pour susciter le dégoût et se concluait par un appel voilé à la solution finale. Leni Riefenstahl, qui n'a jamais été membre du parti et n'a jamais signé de documents idéologiques mais dont l'habileté cinématographique était évidente, avait réalisé le triomphe de la volonté en 1935, documentant la concentration de Nuremberg de 1934 avec un langage visuel qui transformait la masse en sculpture vivante et faisait de Hitler une figure presque surnaturelle. C'était de la propagande absolue précisément parce que cela ne semblait pas l'être. C'était, à tous les égards formels, un documentaire. Les journaux fonctionnaient selon le même principe. La Schriftleitergesetz d'octobre 1933, la loi de l'éditeur, transforma les journalistes en fonctionnaires de l'État avec des responsabilités légales concernant le contenu de leurs publications. Chaque jour, dans les rédactions à travers le Reich, arrivaient les bulletins du ministère de la Propagande indiquant quelles nouvelles devaient être publiées, avec quel titre et à quelle page. Les instructions étaient parfois étonnamment spécifiques. Un ordre de 1934 interdisait d'utiliser le terme « meurtre » pour décrire un attentat spécifique et ordonnait de le remplacer par « attaque traître ». Un autre, de 1936, disait que si le boxeur Max Schmeling perdait son prochain combat, l'article devait apparaître à l'intérieur du journal sans photographie. Les victoires diplomatiques de Hitler étaient présentées en première page avec une typographie triomphale. La remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936, l'annexion de l'Autriche en mars 1938, l'incorporation des Sudètes en octobre de la même année, chacune était précédée de semaines de préparation propagandiste qui la présentaient comme la correction d'une injustice historique. Le traité de Versailles était l'horizon permanent du récit nazi. Chaque avancée territoriale était présentée comme la réparation d'un tort légitime et non comme une agression. Ce cadre conceptuel était sincèrement cru par des millions d'Allemands qui avaient vécu l'humiliation de 1919 comme une blessure personnelle. Victor Klemperer, philologue de Dresde qui survécut au nazisme grâce à son mariage avec une femme aryenne, consacra des années à analyser la lingua tertii imperii, la langue du Troisième Reich. Ce qu'il documenta était une transformation systématique de l'allemand qui opérait par vidage et remplacement. Les mots gardèrent leur forme extérieure, mais en changèrent de contenu. Fanatisch, fanatique, cessa d'être une insulte pour devenir un compliment. On était fanatisch dans la défense des valeurs aryennes, fanatisch dans le travail, fanatisch dans la loyauté envers le Führer. Weltanschauung, vision du monde, un mot philosophique d'origine romantique, perdit de sa complexité pour désigner uniquement l'idéologie nazie. Race passa d'un concept descriptif à une catégorie morale. Il y avait des races qui méritaient d'exister et des races qui étaient des obstacles à l'humanité. L'effet cumulatif de vivre plongé dans cette langue pendant des années était la colonisation de la pensée. Klemperer documenta comment lui-même, vigilant et critique, se rendait compte à certains moments que les formulations nazies lui venaient à l'esprit avant ses propres mots. C'était précisément ce que Goebbels cherchait. Non pas la conviction consciente, mais le conditionnement inconscient, le moment où le citoyen répète les formules du régime sans se rendre compte qu'il a cessé de penser avec ses propres mots. La propagande avait aussi son visage festif. Les spectacles de masse, les rassemblements de Nuremberg, le jour national du travail, les journées du parti étaient conçus avec des techniques théâtrales de premier ordre. Albert Speer, architecte de la cathédrale de lumière de Nuremberg, avait compris que l'expérience émotionnelle de faire partie d'une foule de 700 000 personnes, éclairées par 130 projecteurs pointant vers le ciel nocturne, était irrésistible pour le système nerveux humain, indépendamment du contenu idéologique. On ressentait quelque chose. On se sentait ensemble. On se sentait grand. Et ce ressenti, Goebbels le savait, est plus durable que n'importe quel argument rationnel. À l'échelle domestique, la propagande pénétrait dans les foyers par la radio, par les affiches, par les calendriers avec les jours fériés du parti marqués en rouge, par les timbres postaux avec le profil du Führer, par les cartes de Noël avec des images des jeunesses hitlériennes dans la neige. La Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, était un concept que Goebbels fabriquait sans relâche.
l'idée que tous les Allemands, riches ou pauvres, nobles ou roturiers, urbains ou ruraux, étaient unis par une identité raciale qui surpassait les divisions de classe. C'était faux, c'était efficace, et c'était répété sous tant de formats et si constamment que la répétition elle-même créait une sorte de vérité fonctionnelle. Le jour du plat unique, Eintopfsonntag, est un exemple mineur mais révélateur de la façon dont cette propagande fonctionnait à l'échelle domestique. Une fois par mois, les Allemands étaient invités à manger uniquement un potage simple le dimanche et à faire don de la différence entre ce coût et celui d'un repas normal à l'aide hivernale. Les cadres du parti et les Blockwart passaient ramasser les contributions. Les photos dans les journaux montraient Hitler et des ministres du Reich mangeant leur plat unique aux côtés d'ouvriers de chantier. Le message n'était pas seulement économique, il était symbolique. Il te demandait de réaliser physiquement, avec ton propre corps, l'appartenance à la communauté, de ressentir l'identité avec l'ouvrier, avec le soldat, avec le Führer, à travers l'acte de manger la même chose. Pendant ce temps, le ministre de la propagande mangeait dans sa somptueuse résidence avec des invités, parmi lesquels des stars de cinéma au décolleté généreux, écoutant des mélodies de jazz qu'un orchestre jouait dans le Kameradschaftsclub des artistes allemands, place Skagerrak à Berlin. C'était aussi le midi du Reich, celui de Goebbels mangeant bien pendant que le citoyen mangeait son plat unique, convaincu que le fer faisait de lui un meilleur Allemand. À 3 heures de l'après-midi de n'importe quel jour ouvrable dans le Troisième Reich, la possibilité de la dénonciation flottait au-dessus de chaque conversation. Thomas Hobbes, dans le Léviathan, avait défini l'état naturel de l'homme comme une guerre de tous contre tous. Ce qui faisait que la situation dans le Troisième Reich se rapprochait de cette description était la possibilité constante d'être dénoncé et la possibilité équivalente pour tout citoyen de dénoncer un autre. Le système de dénonciation était à la fois spontané et institutionnalisé. Rudolf Hess, le lieutenant de Hitler, annonça en avril 1934 que chaque camarade du parti et chaque citoyen animé par un intérêt honnête pour le mouvement et pour la nation pourra s'adresser au Führer ou à moi sans rien craindre. Le flot de dénonciations qui suivit fut tel qu'après quelques mois, Hess dut demander aux informateurs de sortir de l'anonymat. Le nombre d'accusations non prouvées qui passèrent par les tribunaux en 1934 était le double de celui de 1933. Les motivations étaient aussi variées que les situations humaines, ressentiments personnels, jalousie professionnelle, disputes de voisinage, cupidité, peur, idéologie véritable ou simplement l'opportunité de régler un compte en suspens. À Nuremberg, un journal nazi publia en novembre 1934 qu'il était en possession d'un journal érotique appartenant à un juif nommé Erlanger, avec les noms de 25 prétendues amantes, publiant les 4 premières avec leur nom, adresse et profession. La foule rassemblée devant la maison du dénoncé fut décrite dans l'article suivant avec satisfaction. Le journal finit par reculer partiellement, mais les dégâts sociaux, l'exposition publique, étaient déjà faits. Un boucher qui avait proposé de payer au-dessus du prix officiel pour un cochon fut dénoncé par le fermier lui-même, à qui il l'avait proposé, lorsque les négociations échouèrent. Devant le tribunal, l'accusé révéla l'offre initiale que lui avait faite le dénonciateur. Tous deux furent condamnés à des peines de prison. 2 inconnus se mirent à boire ensemble dans une taverne d'un village de Bavière au début de la guerre. L'un d'eux s'enivra. Lorsque l'autre se calma, il lui informa qu'il avait exprimé des idées contraires au régime sous l'influence de l'alcool et qu'un membre du parti assis à la table voisine le dénoncerait probablement. 48 heures plus tard, le buveur terrifié reçut une lettre lui demandant de payer 60 marks au profit de la Croix-Rouge. Il paya. De nouvelles demandes arrivèrent. Finalement, lorsqu'il était déjà au front, sa femme dénonça l'affaire et le chantage, qui avait accumulé 350 marks, fut découvert, jugé et exécuté. Les femmes jouèrent un rôle disproportionné dans les dénonciations, en particulier pendant la guerre, lorsque leur mari était au front, et qu'elles se considéraient, selon la rhétorique officielle, comme les gardiennes du foyer allemand. Il y eut des femmes capables d'informer la Gestapo qu'une personne avait donné un morceau de pain à un prisonnier russe famélique. Il y eut des femmes qui menacèrent de dénoncer les locataires qui préféraient ne pas descendre dans les abris anti-aériens, afin que, s'ils mouraient, aucune indemnité ne soit versée à leurs proches. La Gestapo
La police secrète d'État, sous le commandement de Heinrich Himmler et la direction opérationnelle de Reinhard Heydrich jusqu'à son assassinat en mai 1942, n'était pas l'appareil omniprésent de films que l'on imagine parfois. En 1937, la Gestapo à travers l'Allemagne comptait environ 7000 agents à plein temps pour une population de 60 millions de personnes. Son efficacité ne dépendait pas de l'omniprésence, mais de la délation volontaire. Le citoyen moyen était, dans de nombreux cas, le meilleur agent de la Gestapo. En pratique, la Gestapo torturait. Le ministère de la Justice reconnut en 1937 que lors de l'interrogatoire intensif, les coups étaient permis tant qu'ils ne dépassaient pas 25 et étaient limités à la partie arrière du corps. À partir du 10e coup, la présence d'un médecin était requise. Et il fut décidé d'utiliser un même type de bâton pour tout le pays, afin d'éviter l'application arbitraire de ces normes. La terreur avait sa propre bureaucratie. Tandis que la journée des citoyens ariens du Reich se déroulait entre travail, radio et la possibilité latente de la dénonciation, pour une autre catégorie de personnes, chaque coucher du soleil était une négociation avec la survie, les Juifs allemands. Environ 500 000 en 1933, soit 0,75% de la population totale. Plus de 80% d'entre eux vivaient en Allemagne depuis des générations. Ils avaient servi pendant la Grande Guerre, le célèbre recensement militaire de 1916, commandé par le ministère de la Guerre prussien face aux accusations de désertion, avait montré que les Juifs allemands contribuaient en proportion davantage que ce qui leur revenait, une donnée qui ne fut jamais publiée officiellement. L'antisémitisme allemand des années précédant 1933 n'était ni universel ni uniforme. Avant la Première Guerre mondiale, les Juifs avaient été soumis à des restrictions légales qui ont été progressivement éliminées avec l'unification de 1871. De nombreux Juifs de l'Europe de l'Est avaient émigré en Allemagne précisément parce que la persécution qu'ils subissaient en Russie ou en Pologne y était relativement moins sévère. Dans la République de Weimar, les Juifs avaient accès aux professions libérales, à l'académie, au théâtre, à la banque et au journalisme dans des proportions supérieures à leur poids démographique, conséquence directe des anciennes restrictions qui les avaient éloignés de la propriété foncière et les avaient orientés vers les secteurs urbains. Et cela, dans le récit nazi, était la preuve de leur complot. Le 1er avril 1933, le NSDAP organisa le premier boycott systématique des commerces juifs. Des membres des SA se postèrent devant des magasins, des cabinets de médecins et d'avocats, des pharmacies avec des panneaux avertissant les passants ariens de ne pas entrer. L'opération fut semi-publique, controversée même au sein du mouvement, et abandonnée partiellement au bout de quelques heures car la réponse populaire fut plus tiède que prévu. Mais elle marqua une ligne. Les lois de Nuremberg, promulguées le 15 septembre 1935 lors du congrès annuel du parti, furent le seuil définitif. Deux lois distinctes, la loi sur la citoyenneté du Reich et la loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand. La première privait les Juifs de la citoyenneté allemande, les réduisant au statut de sujet de l'État. La seconde interdisait le mariage et les relations sexuelles entre Juifs et citoyens de sang allemand ou similaire. La corruption raciale devint un crime pénal. Les tribunaux nazis poursuivaient des cas de corruption raciale même lorsque l'acte sexuel n'était pas prouvé, si des actes proches, comme les caresses, pouvaient être évoqués. Lorsqu'il était établi que les accusés avaient eu des relations sexuelles complètes, la peine de mort pouvait remplacer la peine prescrite de 10 ans. Et en pratique, la Gestapo envoyait systématiquement les Juifs condamnés vers des camps de concentration comme complément ou substitut à leur peine de prison. L'arianisation des entreprises se déroulait parallèlement. À Berlin, sur les 3750 magasins encore sous propriété juive au moment de la Nuit de Cristal, seulement 700 passèrent entre les mains de la petite bourgeoisie allemande. Les grands bénéficiaires ne furent pas les artisans et commerçants que le régime promettait d'émanciper. Ce furent les grands consortiums industriels. Mannesmann, Flick, Otto Wolff et les industries Hermann Göring absorbèrent les propriétés juives les plus précieuses. Le rêve du petit commerçant qui arrachait le commerce aux Juifs pour progresser fut, dans la plupart des cas, un rêve qui ne se réalisa pas. La Nuit de Cristal, du 9 au 10 novembre 1938, fut le point de non-retour visible.
Dans la nuit du 9 au 10 novembre, plus de 7500 commerces juifs furent détruits et pillés. Plus de 1400 synagogues furent incendiées ou gravement endommagées. On estime que 30 000 juifs furent arrêtés et envoyés dans les camps de Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen. Au moins 91 personnes furent tuées pendant le pogrom, bien que les chiffres réels aient probablement été plus élevés. Les citoyens non-juifs qui vivaient près des synagogues en flammes et des vitrines brisées eurent des réactions diverses. Certains exprimèrent une répulsion sincère. Grünberger documente que le spectacle atavique des synagogues en feu ne pouvait manquer de susciter des réactions de consternation chez de nombreux Allemands. Mais la distance entre le dégoût privé et la résistance publique était un fossé que presque personne ne franchit. Un citoyen qui rendait régulièrement visite à des amis juifs à Berlin arriva un jour pour trouver la porte de l'appartement scellée. La femme du concierge lui murmura ce qui s'était passé et lui supplia « Allez vite, sinon quelqu'un qui nous entendra nous dénoncera à la Gestapo ». À la fin de 1938, les panneaux « Chiens et Juifs interdits » s'étaient multipliés dans les parcs, restaurants, piscines et bancs de parcs à travers tout le Reich. Les étoiles jaunes, qui devinrent obligatoires en 1941, n'étaient pas encore visibles en 1938, mais la ségrégation sociale était déjà complètement visible. Un rapport de 1943 d'un juge provincial adressé au ministère de la Justice reflétait la mémoire de ce qui s'était passé 5 ans plus tôt. Qu'est-il advenu des biens des Juifs? Leur propriété suffirait à couvrir les besoins de tous les évacués des zones bombardées. La question était rhétorique. Tout le monde connaissait la réponse, mais la poser comme une question de justice distributive et non d'horreur morale était exactement le type de rationalisation qui permettait à la majorité de continuer à dormir la nuit. Le camp de concentration de Dachau fut inauguré le 22 mars 1933, à peine quelques semaines après l'arrivée de Hitler au pouvoir. Ces premiers prisonniers n'étaient pas des juifs, ce étaient des communistes, des social-démocrates, des journalistes, des intellectuels, des pasteurs protestants, des prêtres catholiques. Les ennemis de l'État, dont la simple existence était considérée par le régime comme incompatible avec le nouvel ordre. L'existence des camps était un secret de Polichinelle. Les premiers camps des années 20, utilisés pendant la période de crise révolutionnaire de 1919 à 1923 par différentes factions, avaient préparé le terrain mental pour l'idée que certains éléments antisociaux pouvaient être confinés sans procédure judiciaire formelle. La propagande nazie avait cultivé cette notion pendant des années avant d'arriver au pouvoir. Lorsque les camps devinrent une réalité, la majorité des citoyens allemands choisit de ne pas poser trop de questions. Ce n'était pas toujours de la peur, c'était plus souvent une sorte d'accord tacite pour ne pas savoir ce qu'on ne voulait pas savoir. Grünberger documenta que les camps de concentration et les étoiles jaunes faisaient partie de l'ordre naturel des choses, pour un segment significatif de la population après les premières années. Pour les prisonniers des camps, cependant, la réalité était celle d'une brutalité calculée. La méthode du régime, pour réduire les prisonniers, selon les témoignages documentés du camp de Dachau, était de les convertir littéralement en numéros. Les internés perdèrent leur nom, leurs biens, leurs vêtements. Ils dormaient dans des baraquements surpeuplés. Le travail forcé était organisé pour détruire sans tuer immédiatement. Une pédagogie de l'humiliation dont l'objectif était l'effondrement de l'identité individuelle avant la mort physique. Les camps de rééducation, l'euphémisme utilisé dans les premières années, avaient été précédés dans le discours politique allemand par des références similaires que le public avait entendues au cours des décennies précédentes sans que cela ne cause de véritable inquiétude. La nouveauté du système nazi ne fut pas d'inventer l'idée du camp, ce fut de le transformer en un instrument systématique de terreur d'État, avec le poids de la légalité et de la bureaucratie derrière chaque ordre. Heinrich Himmler, Reichsführer SS depuis 1929, fut l'architecte du système. Né à Munich en 1900, élevé dans une famille catholique de classe moyenne, étudiant en agriculture, il avait trouvé dans le parti nazi sa vocation à l'âge de 22 ans. Il était méthodique, froid, idéologiquement discipliné à un point tel que même Hitler le trouvait parfois extrême. Il maintenait sa femme dans une petite propriété en Bavière, tout en vivant à Berlin avec sa secrétaire. Arrangement motivé, selon lui, par des raisons eugénistes. Sa femme ne lui avait donné qu'une fille.
Himmler lui-même accompagna en 1937 des membres du Freundeskreis Heinrich Himmler, un organisme formé par des industriels, des banquiers et des figures du grand capital qui finançaient les SS lors d'une visite au camp de concentration de Dachau. La visite faisait partie des services que les SS offraient à leurs sponsors. Il leur permettait de voir ce qu'ils faisaient. 5 ans plus tard, en 1942, Ohlendorf, le chef du service secret des SS, leur donnerait une conférence sur les opérations des 4 brigades d'extermination responsables de la mort de plus d'1 million de Juifs en Europe de l'Est. L'industrie savait, la banque savait, le corps diplomatique savait, les fonctionnaires du ministère de la Justice savaient. Lors de la conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942, 11 secrétaires ou sous-secrétaires d'État de différents ministères, Affaires étrangères, intérieur, économie, transport, territoires orientaux, signèrent les documents coordonnant la solution finale de la question juive. L'euphémisme faisait partie du langage bureaucratique habituel. Ce qu'ils signèrent était le plan d'extermination systématique de tous les Juifs d'Europe. En 1944, Krupp logeait dans 57 camps-prisons dans la région d'Essen 70 000 travailleurs non-allemands, dont 2 000 étaient des Juifs hongrois loués par Pfister, le commandant de Buchenwald, au prix de 4 marks par jour. L'entreprise dépensait quotidiennement 70 pfennig pour nourrir chaque Juif. Elle payait également les frais de barbelés, de tours de guet et de projecteurs. C'était le Troisième Reich à 4 heures de l'après-midi, une entreprise ouverte. Il y avait dans l'année du Reich un rythme différent de celui de l'année chrétienne. Parallèle à celui-ci, parfois superposé, parfois en compétition ouverte. Le calendrier nazi était structuré comme un cycle liturgique qui semait la routine mondaine de moments édifiants. Le 30 janvier était le jour de la prise du pouvoir. Le 24 février, l'anniversaire de la fondation du parti. Le 20 avril, l'anniversaire de Hitler, célébré avec des photos du Führer dans des cadres dorés entourés de guirlandes dans les vitrines et des façades enveloppées de drapeaux rouges avec la croix gammée noire sur fond blanc. Le 1er mai, rebaptisé Jour national du travail. Le jour du solstice d'été, avec des feux de joie nocturnes et des couples sautant par-dessus les flammes au son des gongs. Le 9 novembre, l'anniversaire du coup d'État manqué de 1923, la fête la plus sacrée du parti. Et en septembre, Nuremberg. La réunion annuelle du parti à Nuremberg était le point central de l'année rituelle nazie. Pendant une semaine, entre 100 000 et 700 000 personnes, selon l'année, convergeaient vers la ville des maîtres chanteurs pour participer au spectacle de masse le plus élaboré de l'histoire moderne. Albert Speer, architecte des installations et concepteur de la cathédrale de lumière, les 130 projecteurs anti-aériens pointant vers le ciel nocturne qui créaient l'illusion de colonnes lumineuses, décrivit les faits comme quelque chose qui dépassait toute construction architecturale. L'ambassadeur britannique lui-même, Sir Neville Henderson, reconnut que le spectacle était d'autant plus hallucinant qu'il était dangereux. À Nuremberg, les parodies de l'adoration chrétienne alternaient avec des démonstrations de force militaire. Il y avait des processions de bannières, des discours dans des stades avec une acoustique conçue pour amplifier la voix jusqu'à la rendre presque surnaturelle. Le sans-drapeau, l'étendard qui avait soi-disant été taché du sang des morts lors du coup d'État de 1923, était porté en procession et touché avec les nouvelles bannières pour les consacrer. C'était littéralement une parodie du rituel du Corpus Christi. Grünberger décrivit le nazisme comme un catholicisme sans christianisme. Le principe organisationnel fondamental de la pseudo-religion du nazisme était de masquer son absence totale de transcendance par des doses croissantes de rituels. En 1937, un nouveau quartier résidentiel de Braunschweig-Lehndorf inclut une église protestante sans tour. La tour du bâtiment qui présiderait l'ensemble serait celle de l'Hofbauhaus, le siège local du parti. Le parti voulait être l'église, et dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, il réussit. Les cérémonies de mariage et d'enterrement furent progressivement colonisées. L'enregistrement des naissances avait son équivalent nazi dans les baptêmes du parti. Les fêtes païennes du solstice tentaient de déplacer Noël. Avec toutes ses limites et échecs, la politique des SS en matière religieuse, promue par Himmler, qui avait un intérêt fascinant bien que extravagant pour la mythologie germanique et les runes,
cherchait à créer une nouvelle religiosité fondée sur le sang, la terre et la race. Le nazisme, selon l'historien Eric Voegelin, dont le livre La race et l'État fut confisqué par la Gestapo immédiatement après sa publication en 1933 et dont la famille fut harcelée chez elle jusqu'à ce qu'il émigre, n'était pas simplement de la science incontrôlée ni un christianisme déformé. C'était quelque chose de plus perturbant, une gnose politique, une promesse de salut dans l'ici et maintenant, fondée sur la certitude de posséder la vérité sur la nature biologique de l'homme et le destin des races. Pour le citoyen ordinaire qui assistait aux rituels du parti, les rassemblements de quartier, les collectes pour l'aide hivernale, les journées du plat unique où toute la nation devait manger la même chose pour démontrer la communauté du peuple, ces rituels étaient, selon l'individu, des moments de foi véritables, de conformité sociale ou de simple épuisement face à l'impossibilité de résister. Le chef local du front allemand du travail dans une usine du Württemberg avait ordonné que 2 ouvriers animent chaque matin avec des chansons jouées à l'harmonica comme ouverture des tâches de la journée. C'était une fête religieuse en miniature, quotidienne. L'après-midi chez une femme allemande du Troisième Reich était un terrain de contradiction que le régime n'a jamais entièrement résolu. Le programme officiel était clair. Les femmes devaient être mères. La formule Kinder, Küche, Kirche, enfants, cuisine, église, n'était pas nouvelle, mais le nazisme l'éleva au rang de dogme politique. Des croix d'honneur étaient attribuées aux mères les plus prolifiques. Bronze pour 4 enfants ou plus, argent pour 6, or pour 8 ou plus. Lors des cérémonies publiques de la fête des pères, le 2e dimanche de mai, la fécondité était explicitement récompensée comme une vertu nationale. Les femmes employées dans l'administration publique furent progressivement évincées de leur poste pendant les premières années du régime. Elles étaient incitées à abandonner leur travail rémunéré par des prêts aux jeunes couples mariés, conditionnés par le fait que la fiancée abandonne son emploi. Le prêt était de 1000 marks, une somme substantielle, et pour chaque enfant né, un quart de la dette était annulé. Dans la pratique, cependant, l'économie de guerre et le réarmement créèrent une demande de main-d'œuvre qui rendit insoutenable la politique d'exclusion des femmes du marché du travail. À la fin des années 30, la proportion de femmes dans le travail industriel augmentait à une vitesse que le régime tentait de justifier idéologiquement sans abandonner la rhétorique maternelle. En 1944, les usines d'armement employaient des millions de femmes, en plus de 7,5 millions de travailleurs étrangers soumis à des conditions de travail forcées. Les épouses des dirigeants nazis occupaient une place particulière et paradoxale dans le Reich. La société du Troisième Reich était tellement centrée sur le masculin qu'elles apparaissaient à peine en public. Amy Göring, ancienne actrice et épouse du prétendu héritier de Hitler, était la figure la plus visible, mais même elle n'exerçait jamais les fonctions sociales qui auraient correspondu à une première dame conventionnelle. Elle ne visitait pas les écoles, ne présidait pas les événements de charité de manière régulière. Les épouses des cadres moyens du parti menaient une existence marquée par les exigences du système envers leurs maris. Un fonctionnaire pouvait être expulsé de son poste si le comportement de son épouse était, d'une manière ou d'une autre, indigne de l'épouse d'un employé de l'État. Les femmes des fonctionnaires étaient soumises à la pression pour participer aux activités du parti, acheter dans les magasins ariens et signaler les comportements suspects dans le voisinage. Grünberger documenta l'existence de ce que l'on pourrait appeler la société de l'espionnage féminin, des femmes évacuées de Berlin qui se surveillent mutuellement sans cesse. La dénonciation entre voisines, surtout pendant la guerre, était une extension du rôle domestique devenu un instrument politique. Qui porte la majorité des accusations de félonie et de haute trahison? Les femmes dont les maris sont au front ou ont été tuées au combat reconnaissaient un journal nazi avec un mélange d'approbation et de perplexité. La section féminine du parti avait ses propres ambitions. Dans de nombreuses écoles et pensionnats féminins de niveau secondaire, les élèves adoptaient des enfants pauvres comme forme de travail social. Les épouses de professeurs et autres femmes de classe moyenne étaient incitées à effectuer du travail social pour aider les familles nombreuses. La phrase sarcastique qui circulait avec succès dans les couloirs était « L'épouse du professeur nettoie les fesses des enfants ». Le corps de la femme était aussi, explicitement, une ressource de l'État. Les mémorandums du ministère de l'Intérieur concernant les fonctionnaires sans enfants
les délais fixés par les Gauleiter pour que leurs fonctionnaires se marient, les décrets exigeant des déclarations écrites sur l'absence d'enfants, tout cela pointait vers la même logique. L'utérus de chaque femme allemande était un bien national, et l'État avait le droit de demander pourquoi il ne produisait pas. Cet après-midi-là, tandis que le bouillon bouillonnait sur la cuisinière économique et que la radio diffusait le bulletin d'actualité, la femme du Reich était simultanément la gardienne du foyer et un maillon du mécanisme de surveillance et de production biologique du régime. À 9 heures du soir, dans les locaux du parti, dans les brasseries historiques de Munich, dans les clubs des SA, le Reich avait un visage différent. Les commémorations annuelles du putsch de la brasserie, ratées du 8 et 9 novembre 1923, étaient, selon les mots de Grünberger, les plus grandes beuveries collectives de l'année, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Les anciens combattants, les chemises brunes du mouvement, se réunissaient dans les mêmes brasseries où Hitler avait tenté et échoué dans son coup d'État, buvaient et se souvenaient. C'était un rituel de camaraderie qui mélangeait nostalgie, fierté et alcool en proportions variables. L'alcoolisme était le vice par excellence du parti. Christian Weber, ancien chauffeur de taxi devenu propriétaire d'une flotte de bus, d'un réseau de stations-service et de l'un des meilleurs haras d'Allemagne, ainsi que président de district et surintendant des forêts du Haut-Bavière, était habituellement retrouvé inconscient dans le ruisseau de quelques rues de Munich le matin. Personne ne le dénonçait, c'était l'un des leurs. Le ministre de l'économie Walter Funk était un ivrogne notoire, un fait de notoriété publique. Victor Lutz, successeur de Röhm à la tête des SA, dont la mort dans un accident de voiture pendant la guerre, fut populairement attribué à la conduite en état d'ivresse. Robert Ley, chef du Front allemand du travail et prédicateur de la modération, était identifié dans ses mémoires publiques comme quelqu'un dont le contrôle sur son propre subconscient était discutable. Lorsqu'il lança en 1939 une campagne de conservation de la santé par l'abstinence, il prononça le slogan d'ouverture « La modération n'est pas suffisante » et dut ajouter précipitamment « Nous devons être radicaux aussi dans l'abstinence ». Le photographe de Hitler, Heinrich Hoffmann, était généralement connu sous le nom de l'ivrogne national en chef, Reichstrunkenbold. Lors des dîners de fraternité auxquels assistèrent des fonctionnaires, les réunions se terminèrent parfois par des concours de tir à la carabine où des ampoules et des tableaux étaient utilisés comme cible. Lors du mariage du Gauleiter Terboven à Essen, en juin 1934, 20 000 torches illuminèrent le ciel nocturne et des feux d'artifice transformèrent l'événement en un spectacle de la Renaissance. Hitler était présent pour donner un sens mythique à la cérémonie. Le lendemain matin, il prit un avion pour le sud afin de diriger le massacre de la direction des SA lors de ce que l'histoire connaît sous le nom de « Nuit des couteaux longs ». Le plan répressif avait été élaboré pendant la fête nuptiale elle-même. Parfois, la débauche du parti allait jusqu'à des conséquences littérales. Lors d'une commémoration, pendant la guerre, de la première réunion du parti à Coburg, un des participants, ivre à en perdre connaissance, se tua en tombant par une fenêtre du 2e étage de l'hôtel. La vie sociale des hauts dirigeants combinait l'opulence la plus extravagante avec une vulgarité qui déconcertait même ceux qui les entouraient. Le bal de l'opéra de 1936, organisé par Göring, coûta pas moins d'1 million de marks. Quelques semaines plus tard, Goebbels organisa un festival nocturne sur l'île du Paon, en périphérie de Berlin, avec des pontons de la Wehrmacht pour y accéder, de jeunes pages en culottes blanches ajustées et blouses de satin portant des torches. Les anciens combattants du parti que Goebbels avait emmenés étaient tellement hors de place dans l'ambiance rococo qu'ils se jetèrent sur les pages et les traînèrent dans les fourrés. Les tables furent renversées, les torches éteintes, et dans la confusion, plusieurs militants durent être sauvés des eaux. Voici l'élite du Reich. Des hommes d'origine provinciale et peu instruits qui avaient accumulé du pouvoir, de la richesse confisquée à d'autres, des uniformes et des titres. Des hommes qui, selon les mots de Grünberger, oscillaient constamment entre l'envie des supérieurs sociaux, la tendance à un geste déférent du parvenu et l'émulation face aux figures hiérarchiques. À minuit des années les plus sombres du Reich, le système reposait sur des piliers qui s'étaient lentement corrodés de l'intérieur. La guerre changea tout. La durée moyenne de la journée de travail des hommes passa de 49 heures par semaine en 1939 à 52
en 1943 et atteignit 60, 72 dans les industries clés comme la production d'avions dans les dernières années du conflit. Les femmes travaillaient 56 heures dans les usines. Les employés de banque, 53. Le rationnement commença en septembre 1939 avec des mesures initialement peu sévères. Le régime voulait populariser la guerre, mais se renforça après chaque défaite. En 1942, la ration de viande pour le consommateur normal fut réduite à 300 grammes par semaine. En 1943, à 250 grammes. Le pain était rationné. Le sucre, rationné. Le beurre, qui avait été informellement rationné depuis l'hiver 1936 à 37, passait désormais par le système officiel de coupons. Le marché noir devint une partie intégrante de la vie quotidienne. Les fermiers échangeaient des œufs contre des cigarettes, un par un, des livres de beurre contre des paquets de tabac à pipe et des livres de viande contre 10 cigarettes. Dans les villes, les cafés servaient de l'alcool dans des tasses de café pour contourner le rationnement. Le prix du café sur le marché noir atteignit 40 marks le kilo pendant l'occupation. Pendant le dernier hiver de la guerre, une livre de café équivalait au prix de 20 litres d'essence. Les incursions aériennes alliées ont transporté l'horreur de la guerre à l'intérieur du Reich. En une seule journée de l'automne 1944, des villes de la Ruhr subissaient des attaques qui transformaient des quartiers entiers en décombres fumants. Le plan d'évacuation des civils, le Kinderlandverschickung qui déplaçait les enfants des villes vers la campagne, sépara des familles entières pendant des mois ou des années, brisant le tissu familial que le régime avait cherché à sacraliser. Dans les villages récepteurs, la tension était palpable. Les femmes évacuées des villes du Rhin étaient appelées les prostituées des bombes par les habitantes locales, en une démonstration que le « esprit communautaire du peuple » avait ses limites précisément là où commençaient les intérêts concrets de chaque communauté. La dénonciation continuait. À Constance, au bord du lac de Constance, fin avril 1945, lorsque l'avancée alliée obligeait déjà les autorités locales de la Gestapo à une retraite précipitée vers le reduit alpin, les habitants continuaient à se dénoncer les uns les autres. Un Viennois qui avait exprimé son scepticisme sur la Endsieg, la victoire finale, dans une lettre à un ami fut dénoncé, jugé et exécuté. Un couple fut exécuté pour avoir conseillé à son fils de cultiver une affection de la vessie pour éviter d'être envoyé sur le front. 2 adolescents qui volèrent chez un soldat furent exécutés. Une ouvrière qui vola 5 serviettes, un drap et un coussin dans un entrepôt de l'armée fut exécutée. Le total annuel des exécutions en Allemagne fut multiplié par 5 entre 1940 et 1943, de 926 à 5336. Dans les bunkers de Berlin, le système qui avait promis rédemption et grandeur se réduisait à des formalités d'exécution. Les troupes des SS exécutaient des déserteurs dans les derniers jours du conflit lorsque les avant-gardes soviétiques étaient déjà à quelques kilomètres de la chancellerie. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicida dans son bunker souterrain. Jusqu'à la fin, Goebbels, qui l'avait accompagné jusqu'au dernier jour, écrivit dans son journal « Pendant ces 12 années de vie facile, la plupart des combattants du parti avaient dissous dans l'alcool la petite quantité de matière grise qui les avait amenés à participer au mouvement. » Le bâtiment s'effondra, et avec lui la prétention qu'il avait été quelque chose de différent de ce qu'il fut. Nous avons parcouru une journée, depuis l'aube où le réveil sonnait dans des appartements sentant le charbon jusqu'à la minuit du déclin, depuis l'ouvrier qui remerciait d'avoir du travail jusqu'au juif qui négociait sa survie heure par heure, depuis le responsable de bloc qui notait dans son carnet les attitudes suspectes du voisin du 3e étage jusqu'au Gauleiter qui présidait son fief provincial avec les manières d'un seigneur féodal de seconde catégorie. Ce qui rend ce parcours perturbant n'est pas la monstruosité exceptionnelle du régime nazi, c'est sa normalité opérationnelle. Le fait qu'il fonctionnait par des mécanismes reconnaissables, bureaucratie, loyauté institutionnelle, incitation économique, peur sociale, rituel communautaire, aspiration à la promotion, ressentiment accumulé contre ceux qui avaient plus. Ce que Hannah Arendt appela la banalité du mal avait un corollaire concret dans chaque journée de travail, dans chaque cantine d'usine, dans chaque réunion de voisinage où l'aide hivernale passait le plateau. Lawrence Rees, dans son ouvrage « Dans l'esprit nazi ».
12 avertissements de l'histoire, publiés en 2025, a documenté avec précision comment les nazis n'ont pas créé les théories conspirationnistes qu'ils ont utilisées, mais les ont héritées d'une crise culturelle antérieure et les ont amplifiées jusqu'au paroxysme. L'antisémitisme latent, la coup de poignard dans le dos, la foi en le leader rédempteur. Aucune de ces idées n'était nouvelle en 1933. Toutes avaient une histoire, et toutes, dans des conditions de crise économique, de défaites militaires récentes et d'humiliation nationale, trouvèrent le carburant dont elles avaient besoin. Richard Grunberger a démontré dans son Histoire sociale du Troisième Reich que le nazisme n'était pas seulement de la terreur. Il fut aussi organisation touristique, construction de logements pour ouvriers, campagne de vaccination infantile et croisières dans les fjords. Le régime se vendait comme une modernité alternative, et pour des millions de personnes qui avaient connu la misère de la dépression, il sembla tenir sa promesse pendant les premières années. C'est précisément cet avertissement qui perdure, pas celui du monstre indiscutable qu'il est facile de rejeter, mais celui du système qui ressemble trop à beaucoup d'autres choses que nous connaissons. La propagande qui appelle aux conspirations, le culte du leader qui promet le salut, la conversion de l'étranger en bouc émissaire, le vidage progressif des institutions légales tout en maintenant leur apparence, la privatisation de la cruauté par la dénonciation entre voisins. Ces formes ne nécessitent ni chemise brune ni croix gammée pour se reproduire. Un jour, dans le Troisième Reich, se terminait comme il avait commencé, par le salut obligatoire, par la peur d'être écouté, par la gratitude empoisonnée de celui qui a du travail mais a perdu ses droits, par la certitude qu'il existait quelque part des camps dont l'existence valait mieux ne pas être interrogée. Le jour se terminait, et le lendemain, il recommençait.